Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Émilie, bonjour Domitia. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder un sujet qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur si vous êtes là avec nous. On va aborder le développement du langage dans un contexte multilingue. Et nous tous, on a peut-être été confrontés lors de nos expatriations avec nos enfants qui ont dû s'adapter à différents milieux, à différentes cultures, à différents systèmes scolaires et aussi à une nouvelle langue. Et donc, parfois, ça se passe très bien, mais parfois, il y a des blocages, ils sont handicapés dans certains apprentissages. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je me présente, je suis Audrey Compagnie, je suis en ancienne expatriée d'Espagne et de Colombie, et je suis actuellement responsable du pôle digital chez Femmes Expat. Expat Communication, qui édite 2 sites internet. Un qui est plutôt pro, aide à la carrière du conjoint, et qui s'appelle Expat Value, et un autre qui s'appelle Femme Expat, qui est un web magazine féminin qui, à travers des billets d'humeur, des conseils, vous aide lors de votre expatriation. Comment va s'articuler ce webinaire? Donc, on a avec nous Domitia, qui, à travers son expérience de 19 ans d'expatrié, je crois, et d'orthophoniste, va nous éclairer à travers son expertise et va nous donner des conseils, va nous aider à déceler un petit peu les messages de nos enfants, les messages d'alerte pour mieux les accompagner, mieux les aider. Et du coup, vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions sur ce sujet. Et en fin de webinaire, on les posera à Domitia qui essaiera de nous répondre. Je suis impatiente de découvrir du coup cette webconférence avec vous et je vous laisse la main. Merci. Merci Audrey. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Émilie, je travaille pour le réseau Etelmed et donc je travaille souvent avec Domitia, qui est l'orthophoniste, une des orthophonistes du réseau Etelmed. Voilà, du coup, on va commencer de suite. Est-ce que, Domitia, tu peux te présenter toi, un petit peu ton parcours et puis après nous en dire un peu plus sur le développement du langage, plus particulièrement pour les petits expats? Super, merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, bonjour et bonsoir peut-être à certains d'entre vous si c'est le soir chez vous. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours personnel et ensuite de mon parcours professionnel, mais l'un et l'autre sont liés, vous en doutez bien. Je suis mariée, je suis maman de 4 enfants qui ont aujourd'hui 17, 15, 12 et 9 ans. Ils sont scolarisés en école internationale, donc j'ai des petits multilingues à la maison. Ma fille aînée passe le bac international cette année, donc je prends un petit coup de vieux au passage parce que j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps pour moi. Et donc mes enfants s'échelonnent entre le niveau bac et puis mon dernier est en équivalent CE2 pour le niveau français. Voilà. Après notre mariage, en fait, on est parti en Angleterre, à Londres. Là, j'ai travaillé en tant qu'instite dans une école bilingue, ce qui m'a permis en fait de découvrir un petit peu le développement de l'enfant dans une école et de découvrir un petit peu le monde vu aussi à travers les yeux des enseignants. Ensuite, on a déménagé dans le Jura parce que mon mari travaillait en Suisse. Là, j'ai travaillé en fait dans un cabinet normal, en libéral, et à mi-temps aussi dans un institut médico-éducatif auprès d'enfants qui étaient handicapés mentaux. Ensuite, nous sommes partis au Japon pendant 3 ans. Là, ça a été la seule pause, entre guillemets, où j'ai fait moins d'orthophonie pendant 3 ans parce que j'étais enceinte de mon 4e bébé et de toute façon, au niveau des visas, c'était compliqué de pouvoir travailler là-bas. Après nos 3 ans au Japon, on est parti 6 ans à Singapour. Et là, j'ai travaillé au Kaleidoscope Therapy Center, qui était en fait un gros cabinet pluridisciplinaire, avec principalement en fait des enfants issus du lycée français ou de couples mixtes ou en école internationale. Donc voilà, donc j'imagine que les personnes qui m'écoutent aujourd'hui sont soit des familles francophones expatriées avec des enfants scolarisés dans des lycées français, dans des écoles internationales, dans des systèmes locaux dans les pays dans lesquels vous vous situez, aussi peut-être avec des écoles du réseau de la mission laïque française
ou des écoles d'entreprise, ou certains d'entre vous font peut-être l'école à la maison, ou alors des familles peut-être biculturelles dans lesquelles 2 ou 3 langues circulent tous les jours au sein de la famille, ou alors peut-être aussi vous êtes des anciens expatriés qui souhaitent maintenir une langue. Donc là, je voudrais juste préciser que je m'adresse en fait à un public de parents. Donc je vais essayer de simplifier mon langage d'orthophoniste pour vous donner des pistes en fait qui soient plus avec ma casquette de maman et des choses qu'on peut faire chez soi. Voilà, donc je sais que j'ai peut-être certains de mes patients ou des parents de mes patients qui me regardent, donc je les salue aussi au passage. Et voilà. Alors, en fait, au mois de juin, ça fera 20 ans que je suis orthophoniste et ça fait 3 ans en fait que je travaille en téléorthophonie, donc en orthophonie en ligne. Suite en fait à notre départ de Singapour, quand on est arrivé ici en Allemagne, il n'y avait pas une communauté française très très large dans la ville de Dresde dans laquelle je me situe. Et je me sentais prête en fait à ce moment-là à créer un cabinet en ligne et à rejoindre d'autres qui font la même chose pour venir en aide vraiment aux enfants, aux adolescents, et j'ai de plus en plus d'adultes aussi qui en fait n'ont jamais consulté, soit parce qu'ils étaient expatriés eux-mêmes et que ça s'est pas fait, soit parce que leurs difficultés étaient pas spécialement repérées quand ils étaient petits et qui tout d'un coup décident de consulter à l'âge adulte. Donc ça c'est intéressant à dire aussi parce que l'orthophonie n'est pas que pour les petits-enfants, elle peut être aussi pour les adolescents ou les adultes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour consulter. Je pense que le moment, c'est le moment qui est le moment pour la personne, quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est la partie présentation, j'allais dire. Par rapport au développement du langage chez les enfants dans un contexte multilingue, il me paraît important en fait de dire. Alors on va voir dans la petite slide que j'avais faite dans une conférence préalable. Je ne vais pas revenir sur tout le développement du langage des enfants en général, parce que je pense que la plupart des parents sont déjà en fait assez renseignés sur le développement du langage, mais vraiment sur ce qui est spécifique chez les enfants en fait qui grandissent dans un univers, on va dire, multilingue. Il me paraît important de dire que tous les enfants, alors là sur ce tableau on voit de la naissance, on va dire, jusqu'à 3 ans, tous les enfants babillent de la même manière, si vous voulez, qu'ils soient monolingues ou plurilingues. Le développement du langage se fait en suivant en fait les mêmes étapes, que l'enfant soit monolingue, bilingue ou qu'il grandisse dans un contexte multilingue. Je parle souvent du contexte multilingue parce qu'en fait, on peut être bilingue soit de manière intrafamiliale parce que le père et la mère ont 2 langues différentes et 2 cultures différentes, soit parce qu'on a été bilingue par la langue de scolarisation, en fait, en fréquentant une école avec une autre langue que la langue de la famille, soit par la NOU, soit par le pays de résidence. Il y a pas mal de façons, en fait, de devenir bilingue. Donc, en gros, les enfants suivent les mêmes étapes de développement, peut-être pas à la même vitesse. En fait, on parle de langue vivante aussi, ça c'est important comme précision, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent que l'enfant, par exemple, expatrié, qui passe 10 mois, en gros, de septembre à juin dans une école, peut-être en anglais ou en français ou dans une autre langue, parle très bien cette langue-là, et puis, à l'occasion d'une coupure de 2 mois de vacances, par exemple, va un peu perdre certains acquis pour ensuite les reprendre plus tard. Et ça, c'est assez normal, en fait. C'est le système une langue est vivante. Voilà. Vous avez entendu parler certainement aussi de code mixing ou de code switching. Donc, tous les enfants bilingues, quel que soit leur âge, utilisent ce mélange, entre guillemets, de langues par certains moments. Et ce n'est pas forcément un signe de trouble du langage. Vous allez entendre, par exemple, votre enfant qui va vous dire j'ai mis mon backpack dans la kitchen. Là, je vous donne des exemples franglais parce que c'est les exemples que je maîtrise le plus, mais ça peut arriver dans toutes les autres langues. Des enfants qui vont, par exemple, prendre un verbe en anglais et qui vont le rendre un peu français en disant j'ai poussé la porte. Ce genre d'exemple, vous en avez plein dans vos familles, j'imagine. Et donc, voilà. Donc, gardez en tête que le développement du langage de l'enfant suit à peu près les mêmes étapes, mais peut-être pas à la même vitesse en fonction du contexte de vie de l'enfant. Et donc, par rapport, j'allais dire, à ce contexte de bilinguisme, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'avantages à être bilingue, mais aussi évidemment quelques défis pour les parents. C'est souvent une éducation qui prend en fait beaucoup d'énergie et qui prend du temps.
Ça, je pense qu'en tant que parent, il faut se le rappeler régulièrement. Qui demandent beaucoup d'amour aussi, alors comme toute éducation, bien évidemment, mais c'est des enfants qui ont parfois des petits pics de fragilité ou des besoins d'être soutenus de manière peut-être un peu plus spécifique. On en parlera tout à l'heure. Et puis ça peut coûter un peu cher, même malheureusement en matière d'argent, parce que il n'est pas rare de voir que de temps en temps, il faut donner un petit coup de pouce par des cours de français ou par des activités, des stages, que ce soit des stages linguistiques ou des stages sportifs ou culturels, mais dans une langue donnée pour un petit peu donner un coup de pouce à certains moments. Donc voilà, j'allais dire pour le développement du langage. Ok. Et est-ce que tu peux développer un petit peu qu'est-ce qui, pour un enfant expatrié, pourrait être un trouble possible du langage ou quel genre de retard en général les enfants expatriés peuvent développer? Alors, il y a beaucoup de retards, j'allais dire, de langage oral et ou écrit qui sont possibles, qui sont d'ailleurs un peu les mêmes, on va dire, pour un enfant bilingue ou un enfant monolingue. Au niveau du langage oral, il y a plusieurs volets, on va dire. Il y a des enfants qui ont des problèmes, on va dire, d'appétence au langage. Ce qu'on appelle l'appétence, c'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui, en fait, ne développent pas un intérêt spécifique pour la langue. Ce sont des enfants qui vivent un peu dans leur bulle. Alors, évidemment, il faut bien écarter toute hypothèse de trouble auditif. Il faut vérifier que l'enfant entend bien, que l'enfant voit bien, qu'il n'y a pas quelque chose, j'allais dire, d'ordre instrumental qui coince. Voilà, donc il peut y avoir des enfants qui développent, entre guillemets, des problèmes d'appétence au langage, et ça, il faut effectivement consulter, parce que on n'apprend pas à parler tout seul, et les enfants qui ne parlent pas avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec leurs copains à l'école, bah c'est un problème pour la suite, quoi. Après, il va y avoir tout un volet aussi au niveau articulatoire, c'est-à-dire la prononciation. Alors ça, je suis plus familière avec les exemples entre le français et l'anglais, mais maintenant aussi un petit peu avec l'allemand, que mes enfants sont en train d'apprendre, donc je maîtrise un peu ces exemples-là. Au niveau articulatoire, en fait, en fonction des langues, les positions articulatoires des sons ne sont pas les mêmes. Donc, je prends l'exemple d'un enfant qui apprend le français et l'anglais en simultané. Il peut avoir un trouble articulatoire, notamment sur les sons, par exemple, ce, che, je et ze. Parce que en anglais, quand on dit le son the cat, eh ben, il y a ce qu'on appelle l'interposition linguale. La langue vient entre les mâchoires, ce qui n'arrive jamais en fait en français. Donc il y a des enfants qui vont sortir la langue en disant la théorie, parce que en fait c'est une façon de prononcer qu'ils utilisent en anglais et ils n'ont tout simplement pas compris qu'on ne faisait pas comme ça en français. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc ça c'est vraiment le volet articulatoire. Après, il y a aussi le volet, ce qu'on appelle de la parole. Il y a des enfants qui peuvent avoir un trouble de la fluidité, qu'on appelle parfois le bredouillement ou le bégaiement. Voilà, ça arrive chez les enfants monolingues comme chez les bilingues parfois. Entre 3 et 5 ans, c'est en général un bégaiement qui est physiologique. C'est-à-dire que l'enfant a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans la tête et en fait peu de structures linguistiques encore vraiment constituées, peu de vocabulaire, peu de moyens, entre guillemets, langagiers pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, ça bute un peu à la sortie. Et du coup, les parents sont très inquiets en se disant « mon enfant bégaye ». Alors, parfois, ça peut être un bégaiement, donc il faut effectivement le garder à l'esprit. Mais souvent, c'est transitoire aussi dans la petite enfance. Et chez les bilingues, ça arrive assez souvent aussi. Et après, au niveau du langage oral plus général, il faut bien s'assurer que certains enfants peuvent avoir un trouble de langage plus développé, soit au niveau de la compréhension du langage, soit au niveau de l'expression. Alors, la compréhension, c'est vraiment ce que l'enfant comprend du message qui lui est donné. Et l'expression, c'est ce qu'il va, lui, être capable de dire pour se faire comprendre autour de lui. Alors, ça peut venir d'un problème de vocabulaire, c'est-à-dire que les bilingues ont un stock lexical, c'est-à-dire un stock de mots de vocabulaire qui n'est pas forcément exponentiel par rapport aux enfants du même âge. Donc là, vous voyez, entre 18 mois et 2 ans, par exemple, on dit que l'enfant connaît à peu près 50 mots. J'aime jamais trop les schémas comme ça parce que ça met les gens dans des normes. Et si on en sort, après, ça peut générer du stress, peut-être un peu inutilement. Mais voilà, par rapport aux normes, un enfant qui va être bilingue, il va connaître peut-être 25 mots dans une langue et 25 mots dans une autre. Et ça fera à peu près 50 mots au total. C'est ça qu'on essaye de voir. Au niveau de la syntaxe, chez les bilingues, on voit beaucoup de
de confusion parce qu'ils essaient de traduire en fait d'une langue à l'autre. Vous avez certainement entendu vos enfants parler de leur préféré copain ou de la blue car, parce qu'en fait, ils vont mettre l'adjectif avant le nom s'ils se basent sur l'anglais. Voilà, pour moi, ça, c'est pas vraiment des troubles, mais c'est des choses qu'on repère régulièrement chez les enfants multilingues. Ou alors, tous les problèmes de conjugaison. Vous aurez déjà certainement entendu des petits dire j'ai prendu, je te manque. Voilà, des choses qui ne sont pas correctes pour un francophone, mais qui viennent du bilinguisme. Donc là, j'ai parlé du volet, on va dire, langage écrit. Je vous répète juste en fait les 5 points. C'est vraiment l'appétence au langage oral, c'est-à-dire l'envie de parler, les troubles, on va dire, articulatoires, les troubles de la parole et puis le langage au niveau compréhension et expression. Voilà, il peut y avoir un peu des retards à ces niveaux-là. Au niveau du langage écrit, j'allais dire, il peut y avoir exactement les mêmes types de retards. Au niveau de la lecture, il y a des enfants qui déchiffrent assez péniblement en faisant des confusions de sons, qu'elles soient en fait visuelles entre des sons qui sont proches, par exemple le P et le Q, ou des confusions auditives entre des sons qui se prononcent à peu près de la même manière, comme le D, le B, ou alors des enfants qui font des inversions, qui vont lire trop-tu au lieu de tortue, c'est-à-dire il faut vraiment inverser des lettres. Ce que je vois aussi beaucoup chez des bilingues, au niveau de l'écriture, alors des difficultés, on va dire, de graphisme. C'est vrai que pour des enfants qui ont été, par exemple, dans un système anglophone où on apprend à écrire en script, tout d'un coup, s'ils passent dans un lycée français ou une école francophone et qu'on leur demande d'écrire en cursive, ça va être compliqué, mais bon, c'est un apprentissage comme un autre, c'est pas vraiment un trouble. Et puis aussi les lettres, on va dire, et les sons qui se prononcent pas de la même manière. Je prends beaucoup d'exemples du français et de l'anglais, mais c'est les exemples que j'ai le plus en fait en consultation. Des enfants qui vont me dire G pour J, I pour I, parce que entre l'anglais et le français, il y a pas mal de sons qui ne se prononcent pas de la même manière. Donc voilà. Et ce que je repère chez les enfants bilingues, c'est qu'en fait, parfois, ils déploient une grosse énergie pour déchiffrer en fait et pour rentrer dans l'écrit. Et du coup, ils n'ont pas forcément l'accès au sens, c'est-à-dire la compréhension. Ça prend un peu plus de temps parce qu'en fait, ils sont tellement dans essayer de faire des efforts pour déchiffrer les textes qu'ils ont besoin d'une deuxième, voire d'une troisième, voire d'une reformulation pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont lu. Donc voilà. Alors j'avais fait une slide sur qui peut aider mon enfant en fait. Enfin d'abord sur les signes d'alerte. Alors j'aurais tendance en tant qu'orthophoniste à dire consultez si dès la naissance, si vous voyez qu'il n'y a pas d'interaction, si votre bébé ne vous regarde pas, si vers 4 mois il n'y a pas de sourire, si l'enfant vit. Le bébé vit totalement dans sa bulle et n'interagit pas avec sa mère ou avec les personnes autour de lui. Si à 12 mois, donc vers 1 an, l'enfant ne pointe pas, ne désigne pas, il faut consulter aussi. À partir d'1 an et demi, s'il n'y a pas de mot, alors ce qu'on appelle un mot signifiant exprimé, c'est-à-dire que l'enfant commence à dire des choses qui, pour son entourage proche, veulent dire quelque chose. Vers 2 ans en général, s'il n'y a pas du tout d'association de mots, même si c'est tout petit, du genre papa parti, moi veux, voilà, vraiment mettre 2 petits mots ensemble. Et si l'enfant ne désigne pas, par exemple, les parties du corps, ça aussi c'est un signe de consultation. Et en général, on dit si à 3 ans, l'enfant n'est pas du tout compris de son entourage et que le contact et la communication sont perturbés, ça paraît important de consulter. Alors, de nouveau, chez les bilingues, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Chez les enfants trilingues, à 3 ans, c'est rare que les enfants soient totalement fluides dans les 3 langues. Mais au moins, en général, l'entourage les comprend un peu avec le contexte. Et l'enfant, pour moi, je recommande vraiment de consulter si l'enfant commence à être vraiment frustré. Et en général, la frustration s'exprime chez les enfants de 2 manières différentes. Soit dans l'agressivité, c'est des enfants qui vont faire des caprices, c'est des enfants qui vont être ingérables en cours de récréation parce qu'en fait, ils vont taper, ils vont s'exprimer en fait physiquement parce qu'ils n'arrivent pas à dire avec des mots. Et donc, du coup, il y a une agressivité qui peut arriver et qui est perturbante pour l'enfant, mais pour toute la famille et l'école. Ou alors, l'inverse, des enfants qui ont tellement été frustrés de vouloir dire des choses, de ne pas être compris,
que du coup, ils vivent dans leur bulle et en fait, ils sont même pas intéressés par les autres. Ils veulent pas se faire des amis et du coup, ils s'isolent socialement. Et là, c'est vraiment important de consulter. Et voilà. Donc, j'aurais tendance à dire à tout moment de la vie, si vous sentez qu'il y a une rupture aussi, ou une régression dans le développement de votre enfant, c'est-à-dire que l'enfant faisait quelque chose et qu'il s'arrête de le faire, c'est un signe de consultation. Alors après, voilà, chaque parent en général a quand même son petit sixième sens aussi. C'est sûr qu'un enfant qui se met à parler bébé parce que sa maman est enceinte ou qu'il a un petit frère ou qu'il vient de déménager ou que tout d'un coup la famille vit une situation familiale un peu difficile. Je pense à des décès par exemple. Quand on est en expatriation, c'est toujours très difficile. Quand il y a un décès dans la famille, ou si tout d'un coup un des parents est au chômage, ou qu'il y a quelque chose d'un peu difficile dans la famille et que l'enfant a une régression à ce moment-là, bien évidemment, on va se dire que c'est un peu normal compte tenu du contexte. Mais s'il y a une régression dans le langage sans contexte évident à côté, honnêtement, ça c'est un signe de consultation, un signe d'alerte, on va dire. Et alors j'avais une autre slide, Émilie, sur qui peut aider mon enfant. Alors ça, c'est une question, c'est la slide suivante. Régulièrement, on me demande en fait, mais chez qui je dois aller? Alors évidemment, ça c'est toujours facile à dire parce que je suis consciente que je m'adresse à un public d'expatriés, que dans les pays dans lesquels vous vous trouvez, il n'y a pas forcément un ORL qui parle votre langue ou anglais ou qui a le même matériel qu'en France, les ophtalmos, etc. Donc j'allais dire, on fait comme on peut quand on est en expatriation, bien évidemment. Mais sachez qu'il y a plusieurs sortes de professionnels qui peuvent vous aider au niveau du langage en fait de votre enfant. Déjà, un médecin otorhinolaryngologue peut tout simplement faire un test auditif pour vérifier que votre enfant entend bien et que le problème en fait de langage ne vient pas de son audition. Ensuite, l'ophtalmologue va pouvoir vérifier la vision parce qu'en fait l'enfant, on s'en rend pas forcément compte, mais apprend à parler énormément en regardant l'adulte. C'est-à-dire qu'il s'imprègne de ce qu'on appelle la lecture labiale. Il va regarder l'adulte qui parle et c'est sûr que s'il ne voit pas bien, il va voir l'adulte quand vous êtes à côté de lui, mais peut-être pas un peu plus loin. Alors, je parle beaucoup des psychologues et des psychologues scolaires parce que c'est sûr qu'un enfant qui peut avoir un blocage, le blocage, il peut être d'ordre psycho-affectif et donc il ne faut pas hésiter à consulter. J'aime bien l'approche anglo-saxonne, moi, des psychologues et des counselors. Je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, a besoin d'un petit coup de pouce. Et du coup, c'est vraiment, à mon avis, plutôt signe de force de le dépister et puis de consulter. Il n'est jamais trop tard, bien évidemment, mais consulter au début d'un problème, c'est toujours peut-être un peu plus simple à gérer, ou en tout cas, le problème est moins installé que d'attendre des mois et des années avant de consulter. Voilà, alors le langage, forcément, les orthophonistes sont quand même souvent en première ligne pour pouvoir donner des conseils et puis travailler avec les familles. Je précise aussi, parce que ça, il n'y a pas forcément beaucoup de familles qui le savent, mais quand on consulte une orthophoniste, en fait, l'orthophoniste s'intéresse en fait au bilan et au diagnostic et à la remédiation, la prise en charge donc de l'enfant, mais évidemment et surtout en expatriation, en partenariat avec la famille. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vous qui connaissez vos enfants mieux que quiconque, mieux que les professeurs, mieux que les thérapeutes. Et évidemment qu'il faut une alliance thérapeutique et un partenariat avec les parents parce que tout ce qu'on va faire en fait en séance, si c'est repris un petit peu à la maison, ou au moins que c'est valorisé par les parents parce qu'ils comprennent le travail qui a été pris, c'est sûr qu'on a des résultats beaucoup plus rapides et qu'on va beaucoup plus loin. Voilà. J'aime bien dire l'union fait la force. C'est la devise nationale belge, mais je pense que voilà, il faut vraiment cette guidance parentale se fait en partenariat avec tous les acteurs qui travaillent autour de l'enfant. Alors, j'ai mis aussi les kinésithérapeutes, les ostéopathes, qu'on appelle en fait en anglais aussi un peu les occupation therapists. Parce que parfois, les enfants, en fait, au niveau moteur, il y a des choses qui coincent. Vous allez voir des enfants qu'on traite un peu qu'on qualifie souvent de gauche, on va dire qu'ils sont pas très à l'aise dans leur corps et tout. Et ça, forcément, ça a un impact aussi sur le langage. Et j'aurais peut-être dû le dire en premier, le médecin généraliste et le pédiatre, parce qu'en général, vous allez peut-être une fois de temps en temps quand même chez votre médecin généraliste pour faire un petit point sur le développement de votre enfant. Et c'est la première personne qui pourra soit en local, soit trouver d'autres solutions, qui pourra peut-être vous orienter ou vous guider, ou en tout cas vous donner son diagnostic sur oui, peut-être vous faites une question de parents qui s'inquiètent pour rien, ou oui, vous avez raison et il faut consulter. Donc j'aurais peut-être dû dire le médecin généraliste en premier, en fait. Donc voilà, j'allais dire ça, c'était pour moi les troubles possibles.
Ok, et par rapport à ces troubles-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui attendent quelques conseils du coup pour développer du coup le langage des enfants plurilingues et peut-être aussi de la même manière dans les conseils des erreurs à éviter, des choses qu'on fait et que peut-être il faudrait pas. D'accord. Alors, je suis quelqu'un de positif, donc je préfère commencer en général par les choses qu'il faut faire que par les choses qu'il ne faut pas faire. Mais bon, on va quand même commencer par les erreurs, parce que c'est vrai que pour moi, il y a 4 erreurs en fait à ne pas faire quand on élève des enfants bilingues ou multilingues. Déjà, c'est de ne pas se moquer. Ça paraît bête, mais évidemment que votre enfant va vous faire sourire de temps en temps. Il va dire des choses qui sont drôles à écouter. Je suis maman aussi. Plein de fois, j'ai rigolé avec mon mari, on a souri parce qu'on s'est dit ça c'est trop mignon. Mais voilà, ne pas se moquer de son enfant parce que les enfants sont très très sensibles en fait. Ils ont besoin d'être rassurés et d'être encouragés. Ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants bilingues sont peut-être même un peu plus sensibles que les enfants monolingues parce que ils ont expérimenté un peu plus que les autres cette incapacité de se faire comprendre pleinement parfois. Donc c'est des enfants qui parfois sont à fond dans le langage non verbal parce qu'ils ont besoin d'utiliser les mains, ils ont besoin de désigner, de pointer. Donc le premier truc, ne pas se moquer. J'allais dire la deuxième chose, ça serait de ne pas forcément systématiquement les corriger. Parce que bien évidemment, on a tendance à corriger son enfant, mais reformuler ce qu'il a mal dit et pas l'obliger à répéter, ça me paraît déjà, à mon avis, plus intelligent. Ou en tout cas, si on corrige son enfant, peut-être il y a l'art et la manière. C'est-à-dire que ne pas le faire en public, ne pas l'humilier devant un de ses copains, devant un voisin, devant un prof, c'est pas nécessaire. Je veux dire, ça va le bloquer. Donc pour moi, il y a des moments où vous allez reformuler ce que votre enfant a mal dit ou lui demander de répéter parce qu'il faut bien qu'il apprenne. Mais voilà, choisir son moment et que ça soit pas systématique. La troisième chose, ça serait de ne pas les mettre dans des situations de test. Parce que apprendre une langue, pour moi, ça doit être naturel, ça doit être ludique et ça doit être parce que le contexte familial, vous êtes tombé dedans, si vous voulez. Soit parce que c'est un couple avec 2 langues à la maison et donc vous êtes tombé dedans et c'est comme ça. Soit parce que vous êtes en expatriation, vous avez saisi l'opportunité d'une autre langue. Mais tout ça, ça doit être naturel et ça ne doit pas être source de tests ou d'examens. Votre enfant va passer plein d'examens et plein de tests tout au long de sa vie. Il n'a pas besoin d'avoir des tests en plus avec ses parents. Et alors la quatrième chose, ne soyez pas rigide. C'est-à-dire que je sais que c'est facile à dire, mais il faut être consistant bien évidemment, mais il faut être flexible et naturel. Ça ne doit pas être un fardeau pour l'enfant parce que s'il est bilingue, c'est un peu à cause et grâce à vous. Lui, il n'y peut rien à la base. Et donc, soyez pas rigide. Je veux dire, il faut être flexible, il faut que ça soit vraiment naturel pour vous. Donc, les 4 choses à ne pas faire, vous l'aurez compris, c'était ne pas se moquer, ne pas les corriger, ne pas les tester et ne pas être rigide. C'est facile à dire. Et j'en arrive en fait au conseil, j'allais dire peut-être plus positif, d'une femme qui a écrit un livre sur le guide d'usage pour les parents d'enfants bilingues, qui s'appelle Barbara Abdelali Bauer, j'espère que je prononce bien son nom. Elle a donné, elle, des conseils pratiques avec ses 12 règles d'or. Je crois, Émilie, que tu les as envoyées aux participants du webinaire, donc vous les aurez écrits quelque part dans une fiche. Mais je vais vous prendre rapidement en fait ces 12 conseils avec peut-être des petits exemples que moi j'ai appliqués, soit avec mes enfants, soit avec mes patients. Votre langue, déjà, elle est précieuse. Tout enfant peut apprendre à parler plusieurs langues. Même s'il y a des difficultés. Ça a été prouvé dans de nombreuses études. Vous pourrez faire des recherches sur Internet, il n'y a personne qui dit le contraire. Parlez à votre enfant dans la langue dans laquelle il se sent le mieux. Alors, traditionnellement, je sais qu'il y a des débats un peu là-dessus, mais on parle de langue maternelle, qui est un concept qui a été assez décrié. On parle plutôt de langue première ou de langue native. Peu importe, en fait, la langue que l'enfant parle le mieux, qui n'est pas forcément d'ailleurs la langue de sa mère. Ça peut être la langue de l'école, chaque cas est unique, donc c'est difficile de faire une grande théorie là-dessus. Voilà. Ensuite, parler à votre enfant. Ça a l'air facile à dire, mais je réalise qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent, beaucoup de parents qui parlent beaucoup de leur enfant, entre eux, en couple, mais à leurs amis, aux professeurs et tout. Et en fait, pas oublier bien évidemment de vous adresser directement à votre enfant, parce que le jeune enfant ne peut comprendre et produire des mots que s'ils lui ont été adressés. Donc, c'est pas la peine de le mettre des heures devant des DVD en français en imaginant qu'il va apprendre le français. Il faut vraiment, c'est une question d'interaction avec l'adulte. Ensuite, le conseil numéro 3, vous le voyez sur la fiche, c'était
Entretenez le besoin de parler la langue minoritaire. C'est sûr que pour devenir bilingue ou plurilingue, l'enfant va avoir besoin d'utiliser les deux langues. Donc, il va avoir besoin d'avoir des amis dans ces deux langues ou un intérêt ou des activités dans ces langues-là. Restez constant. Ça paraît facile à dire, mais c'est pas toujours si simple que ça à organiser à l'étranger. Je le vois tous les jours avec mes patients. Vous aussi, en tant que parent, si vous êtes bilingue, vous devez aussi travailler votre propre bilinguisme. C'est pas si naturel de lire dans plusieurs langues, d'avoir les informations en bilingue chez soi. Réajuster votre comportement langagier. C'est-à-dire, ça, c'est d'assouplir son attitude quand l'enfant, en fait, doit démarrer, par exemple, l'apprentissage d'une nouvelle langue. Accepter qu'il puisse se désintéresser potentiellement de votre langue. Alors, je prends le cas d'une famille qui déménage et qui change l'enfant de système scolaire. L'enfant, il va peut-être faire tout d'un coup un espèce de blocage sur le français. Alors, les parents vont être catastrophés en disant « Mon Dieu, c'est notre langue, c'est super important ». Mais n'oubliez pas que l'enfant, quand il est investi sur autre chose qui est fondamentale pour lui, parce qu'il va devoir se faire des copains, et qu'une scolarité, c'est quand même ça dépend des pays, mais de 9h à 3h30, 4h tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, c'est beaucoup d'heures dans la vie de l'enfant. Donc, parfois, il se désinvestit un petit peu de sa propre langue à la maison. Et ça peut être normal. Évitez aussi de mettre votre enfant sous pression, je l'ai déjà dit, mais la langue doit rester vraiment du plaisir, de l'échange. Valorisez les langues et les cultures qui sont minoritaires autour de vous. Alors, ça peut être faire un voyage dans le pays d'origine, des visites, des centres culturels, laisser des films, des chansons, enfin, ce que vous trouvez sous la main. Éviter le conflit entre les langues, ça paraît assez évident, je trouve. Et privilégier la communication. Ça aussi, c'est assez facile à dire, un peu plus difficile à appliquer, mais laissez votre enfant, en tout cas quand il est petit, choisir la langue dans laquelle il vous répond. Donc, si vous lui parlez en français et qu'il vous répond en anglais, en allemand, en espagnol ou dans une autre langue, laissez-le faire. Tant que vous vous comprenez, honnêtement, il y a des moments où le message qu'on dit est plus important que la façon dont il a été véhiculé. J'aime beaucoup dire que les enfants sont des artistes linguistiques. Alors, j'ai un petit exemple personnel là-dessus. Un jour, je révisais le vocabulaire de la ferme avec un de mes fils. Et donc, on passait à la page du tracteur, de l'agriculteur et de l'apiculteur. Et puis moi, dans mon rôle un peu de maman orthophoniste sur les bords, je lui ai demandé ce que c'était qu'un apiculteur. Et il m'a répondu très naturellement, c'est un agriculteur heureux. Et je n'ai pas tout de suite compris. Je me suis dit, un apiculteur. Et voilà, donc les enfants, il faut privilégier la communication, il faut être vraiment se mettre dans leur monde à eux. Et voilà. Soyez patients. Donc, faites confiance à vos enfants. Si eux, ils sont motivés et que vous êtes motivés et que tout ça, c'est facile et fluide, ça se passera bien. Et voilà. Soyez attentifs aussi parce que c'est sûr que si votre enfant a les signes d'alerte qu'on a dit un peu plus tôt dans la conférence, c'est sûr que prenez conseil quand même auprès de professionnels parce que même si en général les parents ont quand même un assez bon feeling pour pouvoir diagnostiquer quand quelque chose ne va pas, malheureusement on est au cœur du problème et ça je le dis pour moi aussi. C'est pas parce qu'on diagnostique qu'il y a un souci dans sa famille ou avec ses enfants ou avec le langage qu'on est les mieux placés en tant que parents pour pouvoir le résoudre. On a souvent besoin d'avoir l'aide d'un professionnel. Voilà. Et le dernier conseil du coup de Barbara, c'était soutenez votre enfant dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Ça, c'est très important. L'apprentissage n'est pas un processus qui est naturel. C'est pas génétique de parler français si vous êtes français. Donc, c'est important d'expliquer à votre enfant votre situation. Pourquoi vous parlez deux langues à la maison, pourquoi vous avez choisi une école bilingue, etc. Et si jamais, au cours de votre vie professionnelle ou personnelle, vous devez changer d'école, de système scolaire, etc., j'aurais tendance à dire ne changez pas de stratégie d'école sans penser quand même à l'impact du changement. Ça aura forcément un impact sur les enfants, qui n'est jamais impossible, mais qu'il faut quand même considérer. J'ai une première question, mais je veux quand même te la poser parce que c'est dans les conseils, on a parlé de quand consulter, du développement chez l'enfant. J'ai une question de Diane qui nous demande à quel âge on conseille de consulter un orthophoniste? Alors, c'est une question qui est très intéressante. J'allais dire à tout âge, à partir du moment où vous avez une question. Je sais que c'est un peu facile à dire dans ma position, mais on l'a dit dans les signes d'alerte tout à l'heure. Si un enfant a un souci qui soit d'ordre oral, d'ordre écrit, d'ordre affectif
ou que vous, ça devient un problème pour la famille ou pour lui, honnêtement, il faut consulter tout de suite. Parce que même si l'enfant vous paraît trop petit, je ne sais pas quel âge a votre enfant, s'il a peut-être 2 ans, 3 ans et pas de langage constitué, il y a déjà des choses à mettre en place dans la famille. Et puis aussi, vous rassurez, vous, en tant que parent, d'être déjà dans une démarche de prendre soin de lui et de prendre des conseils. Donc pour moi, il n'y a pas de bon âge, il y a vraiment l'âge qui est… là, je vois qu'il a 2 ans et demi, c'est ça, et qu'il a un gros accent. Tant qu'il se fait comprendre et tant que, j'allais dire, un enfant qui exprime un inconfort, il va tomber dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire soit il va être agressif, il va faire des colères, il va vraiment être difficile à gérer pour vous en tant qu'adulte, soit c'est l'inverse, il va se replier sur lui et il va désinvestir le langage. Et pour moi, ça, c'est des sources, j'allais dire, de consultation, parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps, en fait, dans une situation d'inconfort, ni pour l'enfant, ni pour l'adulte. C'est pas parce qu'on met en place des séances qu'on va chez l'orthophoniste ou chez le psy toute sa vie, hein. Ça me paraît assez important à dire aussi. J'ai régulièrement des parents qui consultent avec des enfants qui sont petits. On met en place quelque chose, on fait quelques séances, et puis ensuite, ils ne viennent pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis on peut refaire un point à tout moment. Je veux dire, il n'y a pas de système je ne vais pas dire ça à l'anglo-saxonne, mais de package. On n'est pas parti pour 40 séances quand on consulte une orthophoniste. Donc, moi, j'ai tendance à dire, si vous vous posez des questions, très sincèrement, ça vaut la peine de consulter et puis d'en avoir le cœur net, entre guillemets. Et puis de prendre un avis extérieur aussi, parce que ce que je constate, c'est beaucoup de parents me le disent, en fait, en tant que maman ou papa, on a l'habitude de connaître son enfant et d'être tellement dans le contexte qu'on n'entend plus forcément s'il parle pas bien, parce qu'en fait on va au-delà de son langage, on sait ce qu'il veut, et tant mieux d'ailleurs, hein. Moi j'ai tendance à dire aussi, quand on commence à se poser des questions, peut-être demander à quelqu'un de votre entourage qui est bienveillant, qui est sympa, un ami, un voisin, une maîtresse, qu'est-ce que eux en pensent, parce que si vous avez des personnes de l'entourage qui commencent à vous dire oui c'est vrai, t'as raison, je pense que ça vous conforte dans l'idée peut-être de consulter. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ok. Ben, du coup, je t'ai un peu coupé. On était sur les conseils. Est-ce que tu as des outils que tu peux recommander pour stimuler, dans un premier temps, à dire le langage oral? Alors, j'ai tendance à dire, les outils, c'est pas des choses magiques. Je vais pas faire la pub pour un jeu, une activité, un service en particulier. Moi, je me base beaucoup on parle beaucoup de pédagogie positive, de psychologie positive. J'ai envie, moi, d'être une orthophoniste positive. C'est-à-dire que mon mantra, ceux qui me connaissent, ça les fera rire, c'est pas de panique. Parce que je trouve que souvent, les patients qui arrivent chez moi, ils sont un peu inquiets ou un peu déprimés. Alors, ça peut être parce qu'ils se sentent seuls. L'expatriation, c'est vrai que parfois nous met un peu dans des situations où on peut se sentir seul. Mais parfois, ils sont dans un système de comparaison aussi. Je pense à des enfants parfois qui sont bilingues et qui rentrent en France, qui voient des cousins ou qui voient des copains qui sont monolingues et du coup, ils se sentent un peu en décalage. Où le système aussi d'école peut parfois, de temps en temps, apporter du stress aux parents par les devoirs, par les évaluations et par tout ce système scolaire qui est nécessaire et on fait avec. Donc j'ai déjà tendance à dire vraiment, imprégnez-vous de positif. Votre enfant a peut-être des difficultés, mais voyez-les. Il ne faut pas être dans un déni des difficultés, bien évidemment. Mais voyez aussi tout ce que votre enfant sait déjà faire et tout ce qui est positif dans sa vie. Parce que pour moi, je ne vois pas une seule solution, en fait, de bien aider votre enfant, par exemple, pour le maintien du français. Je vois plein de solutions. Alors, je les ai listées un peu rapidement. J'espère faire un peu un topo. Mais oublier la performance et faire baisser la pression, ça paraît bateau à dire, mais c'est difficile à mettre en place pour certains parents. J'ai tendance à dire, quand on se sent un peu dépassé, parfois passer à l'action et impliquer peut-être une grand-mère, une voisine, qui va peut-être jouer à des petits jeux sympas. J'aime bien jouer moi au jeu du perroquet traducteur. Il y a des grands-mères qui sont douées à faire ça, à dire tiens, comment on dit ça en anglais, comment on dit ça en français, et qui vont jouer à ça mais sous forme de jeu, et ça sera moins vu comme un test parce que c'est pas la maman qui va s'en occuper. Ou qui va réviser ce qu'on appelle les catégories sémantiques de mots, qui va dire allez hop, on se dépêche, on trouve vite 10 noms de fruits, 10 légumes, 10 animaux, 10 parties du corps, et on va réviser tout un stock de vocabulaire comme ça de manière un peu sympa. Et moi je pense impliquer, alors je sais que c'est facile d'impliquer les grands-mères quand on est en expatriation et que par définition les grands-mères ne sont pas là, mais Skype existe, la visioconférence existe, tous vos enfants ils ont quand même accès à de la visioconférence. Ça peut être une façon aussi d'être en contact avec les cousins, la famille qui n'est peut-être pas dans votre pays. Fêtez les progrès de vos enfants aussi. Quand vous voyez qu'il a fait des progrès,
de lui dire, ah bah tiens, ça c'est super, ça c'est génial, je comprends bien. J'allais dire, ça dépend, hein, et c'est adapté aussi un petit peu au niveau de l'âge de l'enfant et à son niveau de vocabulaire, mais partez de sa vie à lui, d'écrire des images, commentez peut-être des albums photos de la famille, reprenez des voyages que vous avez faits il y a 2-3 ans et puis vous regardez les photos ensemble et vous développez le vocabulaire sur base du vécu de l'enfant. Je pense que les enfants bilingues, ils ont énormément besoin qu'on leur explique des choses, encore plus que les enfants monolingues. Je pense à l'histoire de la baguette. On parle d'une baguette, alors c'est sûr que si on est entre français, la baguette, c'est la baguette de pain qu'on trouve à la boulangerie. Mais c'est sûr qu'un enfant qui habite en Asie, bah pour lui, la baguette, c'est pas du tout ça. Les baguettes, ça nous sert à manger et puis les plats de nouilles, quoi. Donc, je pense qu'il faut expliquer tout le temps le contexte. Pareil, expliquer le tutoiement et le vouvoiement. Les enfants qui grandissent dans un contexte anglophone, eh ben, ils vont se retrouver à tutoyer en France des personnes et ça va pas toujours être approprié, ça va faire grincer des dents certains adultes. Ben voilà, ben, il faut expliquer. Je pense qu'il faut énormément expliquer aux enfants et aussi énormément expliquer aux adultes qui entourent les enfants. Les enfants multilingues adorent par exemple jouer aussi avec les accents, imiter les accents des autres. Alors ça peut être perçu comme très impertinent, mais pour eux c'est leur spécificité parce qu'ils s'approprient aussi tout ça. Partez aussi des centres d'intérêt de votre enfant, le sport, la nourriture. J'ai tendance à dire de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire tout ce que votre enfant fait déjà. Alors un jeu qui est sympa à faire aussi, c'est le jeu du bac. Donc, prendre une lettre de l'alphabet ou un son et essayer de demander, trouve-moi, je ne sais pas moi, un fruit qui commence par A. Alors, l'enfant va chercher A, abricot. Alors, tout d'un coup, il va vous dire avocat. Vous allez dire ça, c'est peut-être plutôt un légume. Voilà, donc jouer un peu au jeu du bac, trouver des mots qui riment. Quelque chose aussi que je trouve qui est à travailler au niveau du langage oral chez les multilingues, c'est ce qu'on appelle les expressions idiomatiques. Donc, le sens propre et le sens figuré. Ça, je travaille régulièrement avec mes patients. Je vais vous en donner 4 qui vont peut-être vous faire sourire, je ne sais pas. Mais est-ce que vos enfants savent ce que ça veut dire avoir du bol? Ou se croire sorti de la cuisse de Jupiter? Ou encore s'entendre comme chien et chat? Ou quelqu'un qui est haut comme 3 pommes? C'est pas évident pour un enfant, en fait, de savoir ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ces expressions-là, je ne les connais pas forcément en anglais ou en allemand moi-même. Donc voilà. Donc à l'oral, j'ai tendance à dire, devenez pas un prof de français. Devenez pas une orthophoniste, vous restez un parent, vous faites des sorties, vous faites des gâteaux, vous faites du sport, vous faites vos activités à vous, tout ce que vous aimez faire et vous englobez forcément le langage là-dedans. Et je le dis souvent ça, ne devenez pas un prof de français parce que beaucoup d'entre nous, et je suis la première à l'avoir fait beaucoup, on donne des cours de français à nos enfants, on fait des devoirs de vacances, on fait des cahiers de vacances et tout ça. Mais nos enfants ne sont pas dupes. Là, on est dans la modalité prof de français. Et on sort un peu de son rôle de parent quand on fait ça, même si c'est souvent bien nécessaire. Hein. Voilà. Ça, c'est pour la partie orale, on va dire. Et du coup, pour le langage écrit, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou plusieurs petits points, plusieurs petites recommandations que tu peux nous donner? Alors, le langage écrit, c'est un vaste sujet qui est souvent très anxiogène pour les gens parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, quand les enfants ont du mal à lire ou à écrire, ça se voit. Donc, j'aurais tendance à dire à l'écrit, pour tout ce qui est lecture, écriture, déjà, en fonction des pays dans lesquels vous êtes, vous pouvez être membre d'une bibliothèque ou d'un institut français ou d'une alliance française ou tout simplement vous prêter des livres entre amis. Ce que je constate, c'est que les expatriés sont très doués pour rentrer de vacances avec des kilos de valises, notamment de nourriture, mais aussi de livres en général. Donc, prêtez-vous les livres les uns avec les autres et valorisez la lecture. Un très bon cadeau de Noël ou d'anniversaire, je trouve aussi pour les petits expats, c'est de les abonner à un magazine qu'ils vont recevoir toutes les semaines ou tous les mois par la poste. Parce que c'est sympa et du coup, c'est quelque chose de France qui arrive. Ça ramène de la nouveauté aussi, donc ça va peut-être les aider à lire. Je l'ai déjà dit, mais restez un parent par rapport à la lecture. Lire ensemble ou en même temps. S'intéresser aussi aux écritures des autres pays. Alors moi, j'ai par exemple ma petite tasse avec tous mes petits noms de poissons en japonais que j'ai ramené du Japon, avec les hiragana et les katakana dessus, mais regardez les écritures aussi des pays dans lesquels vous vivez. Tout ça, ça participe aussi à rendre l'écrit intéressant. Dès que les enfants grandissent, moi je trouve, là je parle plutôt pour les ados, dès qu'ils ont accès à leur téléphone avec WhatsApp peut-être ou avec leur email, envoyez-leur des petits messages
ou laissez-leur un petit post-it dans leur chambre. Ou voilà. En fait, l'échange entre un parent et un enfant à l'écrit est très sympa parce que vous verrez que certains enfants disent par l'écrit ce qu'ils ne diraient pas forcément à l'oral, ou vous envoient des emojis, genre je suis super énervée, et ça ouvre un dialogue après quand l'enfant rentre. Donc même j'allais dire par les emails ou les WhatsApp, l'écrit ça peut être sympa. Quelque chose qui paraît assez important aussi, je trouve, c'est de rester en contact assez rapproché avec l'école. Ne jamais oublier que les instituts, les profs sont quand même les partenaires de l'éducation de votre enfant. Que si vous avez une difficulté, l'école a besoin de le savoir parce que forcément, ça va vous donner un autre éclairage sur votre propre enfant. Quelque chose que je dis souvent aux parents, valorisons l'écrit nous-mêmes, apprenons parfois à lâcher un peu nos écrans, nos téléphones et apprendre nous-mêmes un livre. Parce que c'est sûr que dire à nos enfants de lire, s'ils nous voient toute la journée sur nos iPhones, c'est pas très très motivant. Donc il faut qu'ils nous voient en train de lire de temps en temps quand même. Alors j'ai rien contre les iPhones et les téléphones, mais je pense que c'est voilà, la technologie est bien par plein d'aspects, mais revenir de temps en temps un petit peu au basique. Alors des petits exercices pour l'écriture que moi je mets en place régulièrement. À Noël, je trouve que c'est un très bon moment pour les expatriés, justement, pour peut-être écrire des vœux, s'envoyer des cartes postales, une lettre, enfin s'envoyer un vrai écrit. Parce que les grands-parents, les oncles et tantes, les copains, une fois par année, que ce soit Noël, les anniversaires ou un moment symbolique qu'on choisit dans l'année, c'est une très bonne façon pour donner sa place à l'écrit dans une famille. Je regarde vite fait mes fiches. Alors, autre chose, ça marche chez les petits, mais ça marche aussi chez les grands. J'ai déjà remarqué que quand vous donnez à un enfant des nouveaux feutres, notamment des beaux feutres à paillettes, des beaux feutres roses chez certaines filles, ou alors des Big Star Wars pour certains garçons, ça les aide à peut-être un peu plus écrire. Donc, de temps en temps, allez peut-être leur acheter des feutres ou des crayons pour un petit peu faire les devoirs de manière un peu plus sympa. Alors, les outils en général, je vois le temps qui passe, c'est peut-être que je m'emballe un peu, mais je suis désolée. Ne pas perdre de vue que c'est toujours la consistance qui fonctionne sur du long terme. Il vaut mieux faire un tout petit peu chaque jour ou un tout petit peu chaque semaine que tout d'un coup tout laisser tomber et puis se dire je verrai ça plus tard et je m'en occuperai dans 2 ans. Ça ne me paraît pas un bon principe. Il vaut mieux se dire qu'on fait vraiment petit à petit, quitte à ce que ce ne soit pas assez dans vos yeux, mais ne pas lâcher. Moins on lâche, plus c'est fluide et facile. Alors, je sais que c'est facile à dire parce que la plupart de vous tous, on ne sait jamais en fait un projet professionnel sur du très long terme en expatriation. Mais sachez qu'au niveau du langage de votre enfant, il faut s'organiser un petit peu, se poser quand même la question de savoir voilà, si une langue est indispensable pour lui ou pas. Là, je pense aux enfants qui sont trilingues ou quadri ou quinquulingues, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, se poser quand même la question de l'investissement sur du long terme. Parce qu'il y a la langue de la famille, il n'y a pas de débat à avoir. La langue de la scolarisation, il n'y a pas de débat à avoir. Mais d'autres langues en dehors, se poser quand même la question du sens pour l'enfant sur du long terme. Et alors, j'aimerais terminer cette conférence par quelque chose qui n'a rien à voir avec les enfants, mais qui me paraît fondamental. C'est vous, en tant qu'adulte, prenez soin de vous. Ne soyez pas prédictif. C'est pas parce que vous avez eu des difficultés peut-être quand vous étiez petit que vos enfants en auront. Faites attention aussi peut-être un petit peu de temps en temps à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui sont fantastiques par plein d'aspects, mais il faut savoir gérer les informations qu'on y trouve parce que parfois on peut se retrouver très inquiet pour quelque chose et puis voilà. Donc je pense que si vous connaissez vos propres peurs, ça vous aidera aussi à pouvoir aider votre enfant. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est important en expatriation de prendre soin de soi. Donc ça paraît paradoxal de dire ça dans une conférence pour les enfants, mais je trouve que c'est très très important que les enfants, que les parents prennent soin d'eux. Si je peux dire encore une petite dernière chose, pour les tout petits, de ne pas oublier que l'enfant apprend en fait par ses 5 sens. Donc tout ce qui est au niveau auditif, les lotos sonores, les histoires à écouter, parce qu'on a trop tendance à montrer des DVD qui sont pleins d'images. Alors l'enfant est focalisé sur ce qu'il voit, mais des histoires sonores vraiment où il va entendre, repérer les bruits de la vie quotidienne. Au niveau de la vision, tout ce qui est par exemple les petits livres de discrimination visuelle, là, les Chercher Charlie et autres livres du style que vous avez chez vous, tout ce qui est le toucher, tout ce qui est le goût. Alors le goût chez les expats c'est fantastique parce que ça peut être les saveurs de vos pays, ça peut être les plats régionaux là où vous êtes, l'odorat, les fleurs, enfin n'importe quoi, mais passez vraiment par les 5 sens
parce que tout ce qui se dit en fait par la bouche, c'est pas un seul sens, c'est vraiment dans une globalité si vous voulez. Et puis pas oublier aussi les amis, hein, organiser un peu des playdates, des activités où l'enfant va pouvoir être en communauté. Au niveau spatio-temporel aussi, c'est très important de rassurer son enfant. Alors au niveau de l'espace, moi je recommande souvent d'avoir un planisphère quelque part dans la maison et que l'enfant puisse voir où il habite, où sa grand-mère habite, où ses cousins habitent, où est-ce qu'il était avant, où est-ce qu'il ira après. Voilà, voir que le monde, il est très grand quand on garde un planisphère, mais qui peut devenir très petit si on le décide, parce qu'on peut se téléphoner avec quelqu'un qui habite à 10 000 km sans aucun problème. Le décalage horaire, c'est rarement un problème pour les expatriés. Donc je pense que c'est important de rassurer les enfants par des choses concrètes. Et puis alors moi, ce que je fais au niveau temporel et que je trouve qui est vraiment chouette avec des petits, c'est une frise du temps qui peut commencer quelques années avant sa naissance s'il a des frères et sœurs, pour expliquer en fait l'expatriation de la famille, surtout pour les multi-expatriés. C'est-à-dire dire, ben voilà, toi tu es né peut-être en 2006, mais avant ta naissance, il y avait ça, on était dans tel pays, après ta naissance, il y a ça, et que la frise du temps soit avec tous les événements importants de la famille. Ça peut être la naissance des enfants, le mariage des parents, des vacances, des déménagements, etc. Une dernière chose aussi, j'ai encore 3 minutes ou pas? Oui, ben vas-y. Travailler les notions topologiques. Je remarque que beaucoup d'enfants multilingues sont pas très à l'aise avec les notions de l'espace. Par exemple, dans, au-dessus, en dessous, dedans, contre, entre. Travailler ces notions-là avec eux, ça peut être avec des Playmobil, en jouant, etc. Mais voilà, ils vont mieux comprendre s'ils ont ces notions-là. C'est des enfants aussi qui parfois sont un petit peu survoltés de tout un tas d'activités. Alors, il y a tout un tas de petites applications en ligne gratuites de méditation, calme et attentif comme une grenouille pour ceux qui connaissent, pour de temps en temps faire baisser un petit peu la pression parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un enfant expatrié ou d'un enfant multilingue. Et beaucoup, j'ai tendance à dire, le rôle du parent, c'est de décrire avec son enfant le vocabulaire des sentiments et le vocabulaire des besoins. Parce que souvent, les enfants sont un peu basiques quand ils parlent et leur sentiment, ça va être content versus pas content. Mais le vocabulaire est beaucoup plus riche en matière des sentiments. Et content, ça peut être super, t'es content, mais est-ce que t'es content parce que t'es joyeux, parce que t'es heureux, parce que t'es fier? Il y a plein de raisons différentes d'être content. Pareil, on peut être pas content parce qu'on est agacé, excité, triste, parce qu'on a peur, parce qu'on a des regrets, parce qu'on est méfiant, jaloux, dégoûté, agacé. Enfin, le vocabulaire, il est infini. Et je pense que c'est très important de nommer ce que l'enfant ressent ou de pouvoir en tout cas l'interroger là-dessus pour lui montrer que c'est important de partager ses sentiments et c'est important de partager ses besoins. Alors, il y a un site français qui est gratuit qui s'appelle apprendreaéduquer.fr qui a fait des petites fiches comme ça sur les besoins et que je trouve, moi, assez intéressantes. Dire à ton enfant, est-ce que tu as besoin d'être autonome, tu as besoin de sincérité, besoin qu'on t'accepte, besoin d'appréciation, de respect, de confiance. Bref, la palette des besoins, elle est infinie. Et en fait, pour pas taper à côté de la plaque, eh ben, la première personne qui pourra vous guider, c'est votre enfant. Donc, je pense que de temps en temps, quand on sent qu'il y a un mal-être, prendre un petit moment et puis lui dire, bah, tu sais, et pas dire à son enfant, tu as un problème. Dire à son enfant, tu sais, moi, j'ai un problème, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien compris sur toi. Prendre le problème sur soi, c'est plus facile. Voilà, j'ai un peu trop parlé, je crois. Désolée. Moi, j'avais juste une toute petite question, et c'est des choses que j'ai beaucoup entendues. Dans un couple mixte, avec des parents qui parlent des langues différentes, donc, est-ce que c'est important d'avoir cette frontière, je parle qu'en anglais avec papa et je parle qu'en français avec maman, et de ne pas mélanger les langues pour l'apprentissage ou faut être flexible, c'est pas si important. Alors, que ça. Très très bonne question. C'est vrai que ça, j'ai même oublié d'en parler tellement c'était basique. C'est ce qu'on appelle le principe OPOL, OPOL, One Person, One Language, ou One Place, One Language. Donc c'est vraiment une personne, une langue, ou un endroit, une langue, si c'est en fonction de l'école. Ça, c'est le principe, on va dire, théorique de base, qui est censé être relativement inflexible. Voilà. Après, je suis mère, hein. Je sais que dans la vie, il y a la théorie et que dans la vie, il y a aussi la pratique.
Pour moi, ce qui reste fondamental, c'est que les échanges soient joyeux, soient sympas, soient sincères. Il m'arrive souvent, moi, de parler en anglais à mes enfants, même si c'est pas ma langue, et que mon mari est français aussi, parce que je vais être devant un prof ou que j'ai invité des copains à la maison qui sont anglophones et que je veux être sympa vis-à-vis d'eux, ou que je veux pas faire d'aparté, mettre tout le monde à l'aise, etc. J'imagine que c'est le cas dans cette famille. Après, ce qui est toujours le plus facile et le plus fluide, c'est quand le père comprend au moins ou parle de temps en temps la langue de la mère et que la mère parle et comprend la langue du père. Ça, c'est vrai que c'est plus simple parce que l'enfant baigne dans une espèce d'harmonie où tout le monde connaît, tout le monde comprend tout le monde. Moi, j'ai tendance à dire le papa parle sa langue, la maman parle sa langue, c'est ce qu'il y a de plus idyllique et de plus facile et de plus fluide. Après, c'est sûr que dans certains contextes, soit en vacances, soit à l'école, soit certains types de moments, il va y avoir des exceptions. Et je pense que les parents doivent être vraiment déstressés par rapport à ça, parce que j'entends beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress par rapport à ça, parce que c'est vrai que la règle va pas dans ce sens. Mais bon, la pratique fait que il y a plein de moments où vous allez être amené à changer de langue et la langue est vivante et il faut pas l'oublier. Donc, si à ce moment-là vous sentez mieux de le dire en anglais ou en français ou en je ne sais quelle langue, tant que votre enfant comprend, tant que vous êtes dans une relation qui est sympa et bienveillante, il faudrait pas tomber par exemple dans le panneau de parler à son enfant dans une langue et, désolé du terme, mais l'engueuler dans une autre langue. Ce que je veux dire, il ne faudrait pas qu'il associe du positif à une langue et du négatif à une autre. Il ne faudrait pas qu'une langue soit valorisée pour certains types de moments et pas pour certains autres. Mais si c'est un père français qui va tout le temps parler en français et qui au moment de se dépêcher va dire hurry up parce qu'il le sent bien comme ça, et ben voilà quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas lieu de se stresser trop outre mesure. J'ai vraiment tendance à moi être plus concentrée sur le message, l'envie et la bienveillance qu'il va y avoir dans une famille. Et la fluidité, pour moi, c'est la base de tout. Le reste, on s'en accommode et en général, ça se passe plutôt bien. Donc, j'espère avoir répondu à cette famille. Oui, super. Je vais reprendre un peu le fil du chat. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Mais j'ai eu un petit commentaire d'une participante qui a dit que son fils a 6 mois et elle parle français, elle est francophone, mais elle le parle très peu en fait depuis 10 ans. Et du coup, elle dit qu'elle a des difficultés à parler en français de manière régulière à son enfant. Et ça pose la question de quand on est français, qu'on est à l'étranger, qu'on n'utilise pas le français du coup régulièrement, comment on fait pour le maintenir? Est-ce qu'il y a des conseils aussi pour les adultes pour maintenir son propre niveau de français? Alors, il y a beaucoup de documentation et de lecture là-dessus sur est-ce qu'il est possible d'oublier sa propre langue dite maternelle, sa langue première, sa langue de naissance. C'est vrai que si on ne parle pas du tout une langue, que le partenaire est non francophone et qu'on baigne dans une autre langue depuis 10 ans et qu'on en perd son français, c'est le cas de le dire, il faut parler, moi je pense, à son bébé la langue qui est la plus fluide pour vous et se poser vraiment sincèrement. Mais pour moi, c'est vraiment une discussion qui est très intime, très personnelle et très familiale. Donc c'est vraiment à voir en couple avant tout parce que c'est vraiment c'est très très intime ça comme discussion. Si une maman choisit de transmettre sa langue native ou pas, c'est aussi une question de couple, de fluidité dans la famille. Parce que très souvent, les mamans qui décident, ou les papas, qui décident de finalement parler très souvent l'anglais ou la langue du couple à leur enfant, parce que pour eux-mêmes, cette langue est devenue tellement fluide, il faut se poser la question de la famille plus élargie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des frères et sœurs, des grands-parents, une famille qui est restée en France, des contacts avec de la famille plus élargie? Ça vaut quand même la peine de penser à ça, parce qu'en fait, il faut que l'enfant grandisse pas que dans un système intrafamilial. L'enfant grandit dans une société, donc avec l'école, mais aussi dans un cercle plus étendu. Donc, je n'ai pas de réponse extrêmement concrète pour ce cas-là, parce qu'il me manque peut-être des informations pour être précise. J'aurais tendance à dire à une maman, on parle à son bébé, surtout qu'un bébé de 6 mois ne répond pas encore, donc on parle à son bébé avec son cœur. Si son cœur arrive en anglais, ça arrive en anglais. Si son cœur arrive en français, ça arrive en français. Il y a tout un tas de comptines aussi, les petites comptines, etc. Si vous connaissez les comptines de votre éducation qui vont arriver naturellement en français, vous allez peut-être parler en anglais, mais donner les comptines en français. Vous allez votre enfant va comprendre ce principe du bilinguisme à travers vous aussi. Donc ça, j'ai tendance à dire,
pourquoi aussi vous vous désintéressez du français? Est-ce que c'est parce que votre partenaire est anglophone, que le milieu dans lequel vous vivez est totalement anglophone? Comment vous faites, vous, pour maintenir votre français? Parce que je sais qu'en tant qu'adulte, je parlais de la lecture tout à l'heure, mais si naturellement vous allez regarder tous vos DVD, tous vos films en anglais et que le français ne vous intéresse plus du tout, il faut se poser une question sur pourquoi le français ne vous intéresse plus du tout non plus. Parce que si le français est important pour vous, il deviendra important pour votre enfant. Si le français n'est plus du tout important pour vous, il ne le sera pas pour votre enfant. Parce que les enfants, en fait, n'écoutent pas forcément ce qu'on dit, ils voient ce qu'on fait. Voilà, si vous n'allez jamais en France, si vous n'avez aucun ami français, si vous n'êtes dans aucune communauté française, ça ne vous intéresse pas ou parce que vous avez trouvé d'autres centres d'intérêt, il n'y a pas de raison tout d'un coup que vous allez changer pour votre enfant. L'enfant ne va pas demander quelque chose si ce n'est pas proposé par l'adulte. Donc voilà, c'est la seule question, la seule réponse que je puisse faire sans avoir plus d'infos. C'est clair. Je vais attendre juste quelques petites secondes pour voir si d'autres personnes veulent poser des questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper. Donc, on va patienter, on va laisser les personnes taper. Je lirai le fil du chat après parce que c'est sûr que là, je suis concentrée sur les deux visages d'Audrey et d'Émilie. Je ne me suis pas concentrée sur le chat, mais j'allais dire, si quelqu'un a une question existentielle à poser après, Émilie, j'imagine que tu me la transmettras. Voilà, je prends toujours un peu des pincettes parce que je réponds, j'allais dire, par écrit à des questions d'ordre, on va dire, général. Et comme je l'ai expliqué, je pense, en large et en travers, c'est toujours un peu spécifique. Il y a une question d'un participant qui est un peu, elle n'est pas d'ordre général, mais je pense que peut-être tu pourras quand même donner une tendance. Donc, c'est une famille qui a pour projet de partir aux Pays-Bas, donc avec un petit garçon qui a déjà 5 ans et demi. Est-ce que c'est pas trop tard pour lui d'apprendre le hollandais et peut-être même d'apprendre l'anglais en primaire? Donc, 2 langues supplémentaires qui risquent de… Alors, moi, j'allais dire, cette question est intéressante parce que je vois la suite de la question en plus que les écoles internationales et françaises sont malheureusement hors budget. On en a parlé à demi-mot tout à l'heure, mais c'est sûr que l'argent freine parfois les gens et ça, c'est sûr que c'est à considérer bien évidemment. Alors, trop tard, je dirais jamais que c'est trop tard. Parce que pour moi, tout dépend de votre projet de partir aux Pays-Bas. Soit c'est un attrait particulier pour ce pays parce que vous y avez fait des études, des rencontres, vous avez un attrait particulier, vous êtes tellement motivé que vous allez être motivant pour votre enfant et vous allez l'accompagner, l'aider et ça va se passer très bien. Soit vous avez un projet ou une opportunité professionnelle qui est enrichissant pour votre carrière, financièrement intéressante et j'imagine que vous avez pesé le pour et le contre personnellement mais aussi en couple. Et dans ce cas-là, moi j'ai toujours tendance à dire en tant que parent, il ne faut pas être égoïste entre guillemets, ne penser qu'à soi en tant qu'adulte, mais pour moi si quelque chose est décidé en couple, la décision revient aux adultes. C'est-à-dire que, bien évidemment, en tant que parents, on va s'intéresser au bien-être de nos enfants, à l'accompagnement de nos enfants, à comment on peut les amener avec nous. Mais je reste convaincue qu'un expatrié qui est heureux à l'étranger, pour quelque raison que ce soit, qu'il l'ait décidé pour sa carrière, pour son travail, pour le pays ou pour le job ou peu importe, pour moi, un couple qui est heureux à l'étranger va surmonter sans trop de tracas les difficultés qui vont arriver au niveau des enfants. Et les difficultés arrivent. Je suis pas dans un monde miraculeux où il n'y a aucun problème. Les difficultés arrivent, elles sont bien présentes. J'en ai eu aussi avec mes propres enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est à l'étranger pour les bonnes raisons et quand on est heureux à l'étranger, on trouve des solutions. On va chercher des solutions et on se débrouille et en général, ça se met bien. Donc pour moi, c'est jamais trop tard. Surtout que j'allais dire 5 ans et demi, il doit être probablement en grande section de maternelle, donc il n'est pas encore même en CP. Et votre enfant, si vous êtes positif par rapport à ça, ou si c'est un chemin qui est naturel dans votre parcours de déménagement familial, ça va aller. Moi, je vois ici en Allemagne, il y a pas d'école, il y a pas de lycée français, il y a une école internationale et sinon c'est des écoles allemandes. Donc il y a pas mal de familles qui arrivent et qui apprennent 2 langues d'un coup, qui apprennent l'allemand et l'anglais d'un coup. Voilà, les enfants, ils vont avoir des cours, un peu du soutien. Il faut énormément avoir de l'empathie et énormément, j'allais dire, les accompagner, passer du temps avec eux. C'est sûr que c'est un projet qui est chronophage, ça va vous prendre du temps. Mais si vous le faites pour les bonnes raisons, allez-y, quoi. Enfin, pour moi, je ne freinerai jamais quelqu'un qui a un projet
construit de partir à l'étranger. Parce qu'en général, si on veut partir à l'étranger, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et si le projet est construit, qu'il y a un travail qui suit ou un désir profond d'aller quelque part, je pense qu'il faut suivre. Il faut y aller, quoi. Okay. Voilà. Encore peut-être, si vous avez des questions, on peut en prendre encore une ou deux, je pense. Et sinon, Audrey, est-ce que toi, de ton côté, tu as des questions? Je pense que c'était hyper clair. Moi, j'ai eu des réponses à des questions que j'ai eues en expatriation. J'ai compris certaines choses, notamment les comportements de mon enfant en Colombie qui ne pouvait pas, du coup, comme tu disais, s'exprimer. Donc, il était très violent. Et même dans un lycée français, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et on est désarmé quand on n'a pas d'éclairage, on n'a personne à qui parler. C'est intéressant ce que tu dis, mais cette situation de violence, entre guillemets, dont je parle, je l'ai ressentie plusieurs fois, moi. Hein. Je me suis retrouvée enceinte de mon 4e au Japon, ne parlant donc pas japonais. Et c'est sûr que quand vous allez chez le gynéco et que, voilà, moi, c'était quand même émotionnellement important comme moment pour moi, je ressentais cette violence-là, mais incroyablement forte, parce que le gynéco, c'était un médecin, il parlait vaguement anglais, il faisait des efforts, hein, il faisait très bien son travail, j'ai pas de reproches à lui faire, mais moi, je sentais cette violence, j'avais des questions, j'avais des choses, j'avais envie d'être accompagnée, c'était un moment important pour moi. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien pour pouvoir accompagner mes patients aussi, parce que quand on est un adulte, cette violence, on la contrôle. Cette violence, on la dépasse parce que je ne l'ai pas physiquement tapée, si vous voulez. Et puis, je suis allée chercher mes questions ailleurs. J'ai été appelée une sage-femme en France. J'ai des copines. Enfin, et puis, c'était mon 4e, donc j'avais quand même déjà une certaine expérience personnelle. Mais c'est vrai que je me suis mis dans la peau d'un enfant, de me dire, les enfants qui ne peuvent pas parler, ils savent pas toujours aller voir leurs parents qui sont parfois pris par tout un tas d'autres activités et qui tout simplement peut-être voient pas, parce que parfois on est dans un déni des problèmes aussi, hein. Ça arrive de temps en temps. Et parfois ils n'ont pas toujours cette niaque ou cette force, on va dire, d'aller voir un adulte, parce que les profs aussi, parfois ils sont pas disponibles effectivement pour être capables d'écouter certains types de problèmes. Et cette violence, c'est pour ça, je vous dis vraiment, les parents qui écoutez, si vous sentez que votre enfant a de la violence en lui, exprimée ou contenue, ou alors qu'il s'isole, honnêtement, consultez un psy, une orthophoniste, n'importe qui, mais il faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est des situations il ne faut pas que ça s'installe, en fait. Il ne faut pas que ça reste trop longtemps. On a tous cette violence ou cette frustration à certains moments qui est en nous, mais il faut l'évacuer, quoi. Il faut que ça sorte. C'est pas sain de la garder. Donc voilà. Ok, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va peut-être s'arrêter là. Un petit dernier mot de ma part pour vous dire qu'on a un onglet sondage. Donc, si les participants veulent bien répondre aux 4 petites questions qui s'y trouvent, ça nous ferait plaisir pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez peut-être même des idées de thématiques liées à l'expatriation. Je précise que Domitilla, on peut la retrouver sur eutelmed.com. Donc, vous pouvez aller lui poser des questions et prendre rendez-vous si c'est nécessaire. Voilà. Audrey, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, on avait fait un très beau portrait de Domitilla sur Pat aussi. Du coup, voilà, on la connaît à travers. On est ravis en plus de mieux te connaître comme ça. Et ça a été plein d'infos. On va réétudier en plus les documents que je crois que tu vas nous envoyer après, Émilie. Oui. Du coup, c'est voilà, à diffuser, à partager autour de nous parce que je pense que et à revoir en plus. Je pense que ça va être utile pour beaucoup d'amis, de connaissances, parce qu'on parle beaucoup à la sortie de l'école, mais on n'a pas forcément les solutions. Mais c'est ce que je dis, on parle beaucoup de nos enfants, mais c'est vrai que… Et on va beaucoup leur parler ce soir, ils vont se dire qu'est-ce qui leur arrive. Ouais, moi, j'oublie les miens d'ailleurs. Voilà. On va essayer d'être constante sur le long terme. Hein. On va appliquer ça. C'est un beau job d'être parent tout court, et c'est un beau job d'être parent en expatriation aussi. Et je pense que ça, c'est des choses aussi je l'ai dit un petit peu en fin de conférence, mais là où je dis aux parents, prenez soin de vous, c'est que c'est pas tous les jours facile. Parfois, vous allez entendre des gens qui critiquent vos enfants, qui critiquent votre façon de faire, ou qui vous questionnent en disant, mais quand est-ce que tu reviens en France, ou quand est-ce que tu fais ci, quand est-ce que tu fais ça. Je pense que voilà, si vous êtes à l'aise dans ce que vous avez choisi, et
je renvoie toujours vers les couples. En général, souvent, quand on est parents, on part à deux. Voilà, discuter, tirer les sonnettes d'alarme, aller voir vos conjoints, dites-leur, c'est dur, là j'en ai marre. Toi, tu t'éclates dans ton boulot, mais moi, je suis à la maison avec les enfants, ou vice-versa. Ou moi, j'ai plein de trucs à faire, et voilà. Il faut honnêtement parler, communiquer. Je crois que en tant qu'orthophoniste, on ne dira jamais assez, mais tout passe par la parole. Et c'est pour ça que je parle trop d'ailleurs, mais tout passe par la parole. Voilà. Merci à toutes les deux, merci aux participants. On se quitte sur cette petite note de Domitilla. On ne parlera jamais assez. À très bientôt. Merci. Au revoir.